Symposium sur la souveraineté et les institutions internationales de Bretton Woods s'est tenu ce mercredi 17 novembre 2025 au Centre de recherche West Africa, Wark Dakar. Un symposium qui a réuni d'éminents universitaires d'ici et d'ailleurs pour se pencher sur ces épineuses questions, la question des institutions internationales, la question de Bretton Woods, la question de la dette un peu partout en Afrique et qui secoue les esprits, d'où l'importance de ce symposium. Professeur Pape Ogosek, enseignant au département des sciences politiques et directeur du laboratoire de recherche en sciences politiques, la RESPO, et d'autres universitaires se sont penchés sur la question de la souveraineté et les institutions internationales. Les attentes de ce symposium, de fortes recommandations très sommaires sur la question de la souveraineté et de la dette. Professeur Ogosek et ses collègues universitaires vont débattre sur ces questions. Afrique et réforme du FMI et de la Banque mondiale. Héritage et analyse du système de Bretton Woods. L'Afrique face aux institutions de Bretton Woods. Professeur Ogosek. Chers collègues, chers étudiants, chers amis, je commencerai d'abord par dire que cette rencontre est capitale pour nous du point de vue de la réflexion intellectuelle, parce que la question des institutions internationales, la question de Bretton Woods, la question de la dette un peu partout en Afrique secoue les esprits. Et donc, c'est notre devoir en tant qu'universitaire de nous pencher sur une question aussi fondamentale que la question de la souveraineté et des institutions internationales. Je voudrais d'abord signaler que beaucoup d'autorités, en fait toutes les autorités ont été informées. Il y a certainement beaucoup qui nous suivent aujourd'hui en ligne, même si elles ne sont pas présentes. Et rien qu'hier, nous avons reçu, monsieur le directeur, la lettre du chef de l'État marquant son intérêt pour le symposium. La lettre est là. Et je souhaiterais certainement nous accompagner dans cette réflexion, mais son calendrier ne le permet pas. Et il nous a témoigné vraiment de son intérêt et des résultats auxquels cette réflexion va aboutir. Donc c'est pour dire que jusqu'au sommet de l'État, la question de la souveraineté et de la dette est une question qui hante encore l'esprit de nos gouvernants. Et donc nous attendons aujourd'hui de nos universitaires et de nos experts des recommandations très sommaires sur la question de la souveraineté et de la dette. Certains pensent que la question de la dette et de la souveraineté sont des questions antinomiques, des questions qui s'opposent. Et c'est ça justement le défi. Comment concilier la souveraineté et la question de la gestion de la dette et le rôle des institutions internationales. Alors c'est une question très très intéressante et tout à l'heure nous allons entendre les collègues. Je salue d'abord la présence du directeur de l'UFR, le professeur Pape Samandiaï, qui a rehaussé de par sa présence cette activité qui en fait inaugure celle du labo. Et donc c'est l'occasion aussi, monsieur le directeur, d'annoncer le lancement de ce laboratoire qui, comme vous le savez, constitue un haut lieu de réflexion, une structure qui reste ouverte et qui permet d'accueillir des chercheurs de tous horizons qui s'intéressent justement à la question politique. Et le laboratoire, comme vous le savez, est une nouvelle structure qui a été mise en place par l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et qui est sous la coupole de l'UFR des sciences juridiques et politiques et également sous l'autorité peut-être du département des sciences politiques, bien vrai que le labo soit indépendant dans son fonctionnement. Il y a donc à souligner que le laboratoire est un lieu de réflexion sur les questions de l'Afrique, à travers l'Afrique et par des Africains. Et
je crois que c'est intéressant de voir un peu comment les chercheurs africains vont appréhender les problèmes politiques de l'heure. Et donc c'est un laboratoire qui reste ouvert et qui va accueillir des chercheurs de l'étranger. Et c'est un laboratoire qui se veut africain et non pas seulement sénégalais. Et c'est pour cela que, en raison de la question qui est posée, la question de la politique, qui interpelle aussi les internationalistes, cette question ne peut pas être traitée, la question du politique ne peut pas être traitée sous l'angle uniquement de l'intérieur. Donc il y a une dimension internationale et les internationalistes vont se prononcer sur beaucoup de choses qui intéressent vraiment la vie politique. Donc je salue également la présence du chef de département, le professeur Alassane Dao, à qui aussi je rends hommage pour l'appui qu'il donne au même titre que le directeur par rapport au fonctionnement du labo. Et vraiment, merci pour le soutien, monsieur le chef de département, monsieur le directeur, qui ont permis l'organisation de cette rencontre. Donc, je salue également tous les collègues qui sont présents, Elage qui est très engagé, Alassane et les autres qui nous suivent certainement en ligne. Et je salue également notre invité préféré, M. Ouri Diallo, ancien administrateur du FMI, sur qui nous comptons beaucoup, parce que nous, les universitaires, on a tendance à faire beaucoup de théories. Et je pense que tout à l'heure, vous allez nous éclairer sur la dimension opérationnelle par rapport à la question de la dette et autres. Et donc, il y a d'autres collègues qui vont intervenir en ligne, si la régie le permettra tout à l'heure. Il s'agit du docteur Wali Diom, qui a fait un article très intéressant sur la gestion de la dette au Sénégal, dans un contexte de redressement économique, presque, le plan de redressement économique et social. Donc il a fait une étude très approfondie sur cette question-là. Et je crois que nous aurons à profiter de cette étude. Alors, le docteur Moussa Diallo, qui est au Mali, est un professeur d'économie, parce que la chose politique n'est pas seulement politique. On dit que la politique est trop sérieuse pour laisser ça aux seuls politiques. Donc les économistes et autres doivent intervenir. Et c'est pour cela que Moussa Diallo, qui a fait aussi des études très intéressantes, je l'ai suivi, je l'ai même rencontré à Bamako l'année dernière, sur la question de la souveraineté et de la monnaie. Et je crois que le cas du Mali est aujourd'hui un cas d'école, enfin, un cas vraiment pratique, si vous voulez, qui nous permet de tirer expérience de ce que le Mali vit aujourd'hui en termes de souveraineté. Et peut-être que les autres pays de la sous-région vont en tirer quelques leçons. Et je crois que l'étude du docteur Moussa Diallo est très intéressante aussi sur la monnaie, la question de l'intégration. D'autant plus qu'aujourd'hui, il se trouve que le président de la République du Sénégal a été désigné comme président, secrétaire général de la commission. Président. Voilà, président du Conseil des ministres. Et donc, c'est vraiment un honneur pour le Sénégal. Et je crois que cette réflexion et les recommandations qui vont sortir des échanges que nous allons faire entre théoriciens et praticiens, parce que c'est un peu ça le sens d'un symposium. Il ne s'agit pas seulement de faire un exercice théorique, mais aussi de voir, d'avoir un regard croisé avec ceux qui sont sur le terrain, qui ont l'expérience du terrain et qui peuvent nous apporter des choses. Alors, les institutions internationales, donc tout à l'heure, M. Diallo va nous en parler. Alors, il y a une autre dimension aussi, la dimension écologique, parce qu'il n'y a pas longtemps, on parlait de ce bateau russe qui est là au large de Dakar et qui peut causer des dégâts écologiques, pour dire que la question économique pose aussi la question écologique. Donc le docteur Fofana de l'université de Bamako s'est tout de suite intéressé à la question de la justice économique, les dégâts qui sont causés par
les puissances économiques et qui parfois entraînent des dégâts et des dommages pour les autres qui sont dans le secteur, si on prend l'exemple des pêcheurs. Le docteur Amar Thioune va nous parler aussi des mécanismes internes de Bretton Woods. Et M. Thioune, Dr Thioune, il est un expert international, il travaille avec beaucoup d'organisations internationales et nous aurons l'occasion également de l'entendre. Alors le professeur Sylla, je ne sais pas si il est là, mais en tout cas il est prévu pour nous parler de la question du fatalisme de la dette. Parce que la question est de savoir, est-ce que nous les Africains, on est obligés de nous endetter pour s'en sortir? Est-ce que la dette n'est pas fatale? De même que le sous-développement. Est-ce que ce n'est pas dans les préjugés comme quoi l'Afrique ne se développera jamais et que l'Afrique va toujours dépendre de l'Occident à travers cette dette qui est entretenue? Est-ce que la dette est finalement quelque chose de fatal? Est-ce que ce cercle vicieux de la dette va prendre fin un jour? Cette dette qui pèse sur le dos de nos citoyens comme une chaîne entre les pieds ou entre les mains des anciens esclaves. Et l'Afrique qui produit, certains disent, plus de 80% des ressources, ne profite qu'à moins de 5 ou 10% à peu près du commerce mondial, ne participe pas vraiment au commerce. Et cette extraction des produits bruts, etc. Je crois que nous avons eu l'occasion d'en discuter, surtout d'échanger avec nos étudiants, dans le cadre de l'histoire du développement, qui est une matière qui est enseignée en sciences politiques en IGB. Donc, je ne vais pas être trop long, c'est juste pour mettre un peu dans l'ambiance du débat. Et sans plus tarder, je vais passer la parole au professeur Pape Samba Ndiaye, pour nous dire peut-être un petit mot d'introduction et également, dans la foulée, nous parler de la position de l'Afrique dans un contexte de réforme ou de nécessité d'une réforme de ces institutions. Alors, c'est un sujet qui tombe à pic parce que le sous-titre de notre thème de conférence, et je finirai par là, c'est comment repenser donc les institutions de Bretton Woods à partir de l'Afrique. Et donc, monsieur le directeur, nous vous donnons la parole. Et c'est avec plaisir que nous allons vous écouter. C'est pour moi un grand honneur et un immense plaisir de venir aujourd'hui dans ce Centre West African Research Center pour participer à ce symposium sur la souveraineté et les institutions internationales, les institutions de Bretton Woods. Je voudrais par la même occasion remercier le professeur Pape Ogosek, qui est le directeur du laboratoire, le LARESPO, laboratoire de recherche en sciences politiques, et remercier tous les membres du laboratoire pour la tenue de cette activité. Je voudrais vous parler de l'Afrique et de la réforme des institutions de Bretton Woods. Peut-être rappeler que les organisations internationales sont apparues à la fin du XIXe siècle et ont pris une importance sans précédent dans les relations internationales après 1945. Elles jouent aujourd'hui un rôle structurant dans le système international, mais il faut rappeler que c'était juste avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale que les Alliés avaient commencé à discuter pour édifier un nouvel ordre international qui devait reposer sur deux piliers. Un pilier politique qui devait être porté par les Nations Unies et son système, et un pilier économique qui devait être porté par les institutions de Bretton Woods. À l'époque, les puissances victorieuses et les économies dominantes s'étaient arrogées des privilèges comme le droit de veto des 5 membres permanents du Conseil de sécurité ou les quotes-parts au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale qui déterminent le vote. Aujourd'hui, plusieurs décennies après, les puissances vaincues se sont restaurées, des puissances émergentes sont apparues et la plupart des financements et des questions débattues dans ces instances
concernent des pays qui n'ont pas voix au chapitre. D'où l'urgence de repenser les structures et le fonctionnement de ces organisations. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous proposer une démarche en 2 étapes. Dans un premier temps, je voudrais revenir sur des institutions qui sont édifiées sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale et dans un second temps, des institutions qui sont inadaptées au contexte d'aujourd'hui. Donc, des institutions édifiées sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale. Pour comprendre ces institutions, il faut peut-être revenir sur l'origine du FMI et de la Banque mondiale. Le FMI est le certificateur des comptes publics et financiers du monde entier et la Banque mondiale est le financier du développement. La création de ces institutions était une conséquence de la crise des années 30, qu'on appelle le crash de Wall Street, le jeudi noir du 24 octobre 1929, qui avait déclenché une chute des cours qui se poursuivra jusqu'en 1933. Elle sera accompagnée par une crise bancaire et la propagation des faillites. La production industrielle se contracte. La Grande-Bretagne, parce qu'on était dans un contexte de Pax Britannica, une paix garantie par la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne n'était plus en mesure de réguler le système et les États-Unis, confrontés à leurs propres problèmes, ne sont pas prêts à assumer de nouvelles responsabilités. C'est ainsi qu'en juillet 1944 est signé à Bretton Woods, au New Hampshire, aux États-Unis d'Amérique, un accord qui verra la naissance du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. L'esprit de Bretton Woods reconnaît la primauté de l'individu et s'inscrit donc de ce fait dans une vision libérale. Néanmoins, il reprend du mercantilisme la pertinence du cadre national à l'intérieur duquel s'exprime la politique économique des États. Il se veut donc suffisamment universel pour intégrer des pays à systèmes économiques différents. En ce qui concerne le FMI, on lui avait confié 3 missions. D'abord la surveillance, c'est-à-dire évaluer les politiques de change des pays membres et au-delà leur politique économique. Deuxième mission, c'était l'aide financière aux pays en difficulté sous la forme de crédits et de prêts et qui ont pour corollaire des programmes d'ajustement et de réforme. En plus de ces mécanismes ordinaires, le FMI fournit aussi des concours concessionnels au titre de faciliter pour la réduction de la pauvreté et la croissance et des allègements au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres fortement endettés. Enfin, la troisième mission du FMI, c'est l'assistance technique, c'est-à-dire la conception et la mise en œuvre de la politique monétaire et des finances publiques, l'édification des institutions, l'organisation de la Banque centrale et du Trésor public, mais aussi l'exécution et la comptabilisation des transactions, la collecte et l'amélioration des données statistiques et la formation des fonctionnaires. Dans son fonctionnement, le FMI dispose de plusieurs organes. Le premier de ces organes, qui est l'instance suprême, c'est le Conseil des gouverneurs, qui regroupe les gouverneurs des banques centrales et les ministres des Finances des pays membres. Ensuite, nous avons le Comité monétaire et financier international, qui examine les questions qui concernent le système monétaire international. Nous avons surtout l'organe le plus important, c'est le Conseil d'administration, qui est responsable de la conduite des affaires courantes du FMI et qui est composé aujourd'hui de 25 administrateurs. C'était 24. Depuis 2024, on a maintenant 25 administrateurs. Je reviendrai sur le 25e. Ces administrateurs sont élus par les pays membres ou par groupe de pays. Et enfin, nous avons le directeur général du FMI qui assure la présidence. Le FMI donc, a été créé pour aider les pays à financer et à rétablir leur balance des paiements. Les prêts donc, du FMI ne visent pas à financer ou à financer des projets, mais à fournir des liquidités aux autorités monétaires du pays en difficulté. Et ce qui est intéressant, c'est que l'engagement du FMI rassure les autres institutions publiques et privées, ce qui déclenche des concours supplémentaires ou des négociations de rééchelonnement de la dette dans le cadre du Club de Paris pour la dette publique et du Club de Londres pour la dette privée. Mais il faut signaler aussi que le FMI est un créancier privilégié, c'est-à-dire qu'il doit être remboursé en priorité avant les autres créanciers. Quant à la Banque mondiale, c'est la deuxième grande organisation qui a été créée à Bretton Woods. Son objectif, c'était de promouvoir la croissance et la réduction de la pauvreté. Donc, les prêts de la Banque mondiale sont des prêts qui sont accordés à long terme,
Mais quand on parle de la Banque mondiale également, il faut dire que c'est une banque qui comprend plusieurs institutions. Donc, la plus connue, c'est la BIRD, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. C'est cette structure qui prête aux États avec des taux d'intérêt d'au moins 10%, et elle ne prête qu'à des institutions publiques. Par contre, la deuxième institution du groupe de la Banque mondiale, c'est l'IDA, l'Association internationale pour le développement, qui, elle, ne prête qu'aux pays les moins avancés. Donc, il y a des conditions à remplir pour être dans la liste des pays les moins avancés et pour bénéficier des prêts de l'IDA et dont les taux d'intérêt sont presque nuls. Ensuite, il y a d'autres institutions, la Société financière internationale qui ne prête que le secteur privé, et ensuite l'accord multilatéral de garantie des investissements pour assurer les risques par rapport aux risques politiques dans les pays, et le Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements. Maintenant, l'organe le plus important de ces institutions de Bretton Woods, c'est le conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration du FMI et de la Banque mondiale sont des symboles de l'oligarchie financière internationale. À leur création en 1944, il y avait 44 pays. Aujourd'hui, il y a plus de 189 pays qui sont membres de la Banque mondiale. Mais il faut d'abord être membre du FMI pour être membre de la Banque mondiale. Alors, les pays, ce n'est pas comme aux Nations Unies où c'est un État, une voix, mais ici, au FMI et à la Banque mondiale, les voix sont pondérées en fonction du poids économique. C'est-à-dire c'est un État en fonction de ton niveau de développement économique. Donc, les voix sont pondérées. Par exemple, un pays comme les États-Unis détient 16,32% des voix. Le Japon, par exemple, c'est 7,46%. La Chine, 6,23%. L'Allemagne, 4,3%. Le Royaume-Uni et la France, chacun 4,6%, etc. Et au FMI aussi, c'est la même chose. Les États détiennent des voix qui sont pondérées, des quotes-parts. Les États-Unis, par exemple, c'est 17,67%. Le Japon, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand les voix sont pondérées, au moment des votes, ça change le système de votation. Donc, un pays comme les États-Unis, implicitement, détient une minorité de blocage. Parce que pour réformer les statuts du FMI et de la Banque mondiale, il faut une majorité qualifiée de 85%. Les États-Unis, détenant 16,37% au FMI et 17,67% à la Banque mondiale, de fait, détiennent une minorité de blocage et peuvent faire échouer toutes les réformes au sein de ces institutions. Alors, mais le FMI est aussi très conscient des réalités politiques et géopolitiques dans ses interventions. Et donc, c'est face à la critique qu'il a été décidé en 2024 de faire passer le nombre d'administrateurs de 24 à 25. Le 25e administrateur concerne l'Afrique. L'Afrique avait 2 régions. Maintenant, ils ont divisé ça en 3 régions. Donc, il y a l'administrateur pour l'Afrique centrale et l'Afrique australe, l'administrateur pour l'Afrique de l'Ouest et l'administrateur pour l'Afrique au sud du continent. Le 25e administrateur est un Ivoirien, c'est un professeur agrégé ivoirien qui représente désormais les pays d'Afrique de l'Ouest au sein de cette institution. Ensuite, il faut rappeler que le dernier élargissement du conseil d'administration, c'était en 1992, il y a 33 ans. C'était lorsque il y avait la dissolution de l'Union soviétique. Alors, ces institutions aujourd'hui sont contestées. Ils sont contestés par les pays émergents et les pays en développement. Pourquoi? Donc, des institutions qui sont inadaptées au contexte d'aujourd'hui. Alors, pour revenir sur ce deuxième plan, nous allons d'une part montrer ce qui fait problème dans les institutions internationales et pourquoi la contestation des pays du Sud. Le problème avec les institutions de Bretton Woods. La Banque mondiale, d'abord, a été créée pour la reconstruction des pays dévastés par la guerre. Mais dans les années 60, la Banque va opérer un revirement stratégique pour s'occuper du financement des pays en développement, qui avaient un énorme besoin de financement. Toutefois, elle ne le faisait qu'avec l'assentiment du Fonds monétaire. C'est les fameux programmes d'ajustement structurel avec une liste drastique de critères à respecter. Mais c'est surtout dans les années 80 qu'il y a eu une confusion
des missions entre le FMI et la Banque mondiale. Pourquoi? Parce qu'au sein de la Banque mondiale, ils avaient un département qu'on appelle le département de la recherche, qui guidait sa pensée et sa réflexion. Dans les années 80, il y avait un économiste qui s'appelait Hollis Chinray, qui était un économiste, professeur à l'université de Harvard, qui avait même écrit un article qui proposait une théorie macroéconomique sur l'efficacité de l'aide publique au développement. Et cet article restera pendant au moins 20 ans le modèle le plus explicite disponible. Il sera donc nommé économiste en chef du département de la recherche de la Banque mondiale et il avait réuni autour de lui des chercheurs de premier plan venus du monde entier. Mais en 1982, il a été remplacé par une autre économiste qui s'appelle Anne Kruger, elle qui est spécialiste de l'économie de rente. Et donc, Anne Kruger considère que le problème, c'est l'État, et c'est donc l'État qu'il fallait démolir. Dans ce contexte, donc, à partir de ce moment-là, de contexte de ferveur idéologique, beaucoup d'économistes vont quitter la banque. Et c'est à partir de ce moment qu'il y a confusion entre les missions du FMI et de la Banque mondiale. Le FMI est finalement présent de manière permanente avec des visites trimestrielles dans les pays sous ajustement. Et la Banque mondiale s'est mise à donner des prêts à court terme pour support à l'ajustement. L'autre problème des institutions de Bretton Woods, c'est qu'ils parlent au nom du pays. Au FMI, ce sont les ministres des Finances. À la Banque mondiale, ce sont les gouverneurs des banques centrales. Ces personnes-là sont liées à la communauté financière de leur pays. Ils servent ces institutions et après avoir terminé, ils retournent. Donc, ils voient le monde avec les yeux de la communauté financière. Pour parler un langage marxisant, on pourrait dire que l'État n'est pas neutre ou ayant ses propres intérêts nationaux. Chaque État incarne le pouvoir prépondérant de sa classe dirigeante. Aussi, une institution comme le FMI est financée par l'argent des contribuables du monde entier. Pourtant, le FMI ne rend pas compte ni aux citoyens qui le financent, ni aux personnes dont elle change la vie. Les décisions sont prises dans des cénacles fermés et le choix du plus haut dirigeant de ces institutions est un indicateur de leur faiblesse. On n'a jamais jugé bon ou nécessaire de leur demander la moindre expérience des pays en développement. Ils ont donc une vision téléologique du développement et regardent le monde à l'image de leur société d'origine. Et au moment de la création de ces institutions, il avait été trouvé un gentleman agreement qui voulait que le directeur général du FMI soit toujours un Européen et le président de la Banque mondiale toujours un Américain. Cette règle n'a jamais été changée, même s'il est arrivé dans l'histoire du FMI d'avoir des directeurs généraux américains, mais ils n'étaient que des intérimaires. Ainsi donc, la définition monétariste du développement est révélatrice de cette situation. D'après ces institutions, est pauvre celui qui a moins de $2 et extrêmement pauvre celui qui a moins de $1. Or, avec $2, tout dépend de l'endroit où l'on se trouve dans le monde. Peut-être qu'avec $2, on ne peut pas se payer un café aux alentours du siège du FMI et de la Banque mondiale, mais avec le même montant, un étudiant de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, tout proche de nous, ou un étudiant de l'université Gaston Berger de Saint-Louis où nous venons, peut payer la nourriture pour toute la journée. Et il lui restera encore de la monnaie. Ensuite, la monnaie n'est pas une valeur de référence universelle. Si pour un Européen ou un Américain est pauvre celui qui a moins de $2, dans d'autres sociétés, comme dans le village des pêcheurs de Guet-Ndar à Saint-Louis, est pauvre non pas celui qui a moins de $2, mais est pauvre celui qui n'a pas de lien de sociabilité, ce qui l'amène à aller payer pour manger. Dans cette société-là, il n'y a pas de restaurant. D'où la contestation des institutions de Bretton Woods par les pays en développement. Les institutions internationales donc ont été créées après la guerre pour édifier un nouvel ordre international. Pourtant, leurs réunions sont aujourd'hui émaillées de violence en raison des manifestations des mouvements citoyens, au point où elles sont obligées de se retrancher désormais dans des forteresses difficiles d'accès. Une critique essentielle qui porte sur le système de vote en vigueur au FMI et à la Banque mondiale. En effet, le système de vote a une influence directe sur les décisions qui sont mises en œuvre. Parce que le mode de désignation est censitaire. Le système de vote est applicable, fondé sur le poids économique de chacun des États membres. Il y a donc, évidemment, l'influence prépondérante des États-Unis et le poids faible des pays du Sud qui en découlent.
Et déjà, dès 1945, lors du débat sur la ratification des accords de Bretton Woods, Gaston Defferre déclarait devant l'Assemblée nationale française constituante, je le cite, « L'on peut craindre que l'État le plus riche, les États-Unis d'Amérique, établisse par là une hégémonie financière dont nous savons qu'elle est aussi redoutable qu'une hégémonie militaire. » Bernard Cassen, président directeur général du Monde diplomatique, déplorait à ce propos au FMI le poids du Sud, qui est pourtant le premier concerné et qui est inexistant en raison du verrouillage américain, parce que chaque pays ne compte pas pour un, mais pour le nombre de dollars de ses quotes-parts. Mais au-delà des États-Unis, c'est le G7 qui joue un rôle prépondérant au sein de ces institutions financières internationales. Pour les pays du Sud, leurs intérêts sont sous-représentés du fait des ruptures des quotes-parts. Il faut donc reconnaître qu'il y a une réflexion qui a été menée au FMI pour évaluer la méthode de calcul des quotes-parts dans le but d'accorder une plus grande place aux pays émergents et en développement. C'est ce qui explique la place de la Chine dans l'organisation qui occupe désormais le poste de directeur général adjoint. Parce qu'à côté du directeur général du FMI, il y a 5 directeurs adjoints. L'un des directeurs adjoints aujourd'hui est un Chinois depuis 2021, alors que la Chine n'a adhéré au FMI qu'en 1980. De même, l'Afrique subsaharienne, où la majorité des programmes de l'institution sont appliqués, depuis 2024 aussi dispose de 3 administrateurs au lieu de 2. Alors, la recherche donc d'une représentation plus équilibrée dans les différentes régions du monde est essentielle pour conforter leur légitimité sans faire abstraction de la contribution financière des membres. Il y a donc un équilibre à trouver et à rechercher, et donc par une réforme des circonscriptions et du système de vote qui est souhaitable, en vue de parvenir à une représentation plus équilibrée des différentes régions du globe au sein des institutions dont la vocation se veut universelle. Seulement, pour bénéficier de leur aide, le FMI et la Banque mondiale posent des conditionnalités qui passent par des politiques de réforme avec des privatisations des entreprises publiques, l'ouverture des marchés, le rétablissement des grands équilibres macroéconomiques, etc. Ces mesures sont appliquées depuis le début des années 80 dans beaucoup de pays. Le Sénégal est d'ailleurs le premier pays qui a signé un programme avec le FMI qu'on appelle le PREF, le Programme de redressement économique et financier. C'était en 1979. Donc depuis les années 80, ces programmes sont appliqués dans les pays, mais ce qu'on a constaté, ils ne se sont pas traduits par un réel développement économique, mais plutôt par une privation des ressources naturelles et un démantèlement des structures étatiques. D'ailleurs, la position face à ces institutions aussi, elle se réajuste et propose désormais des programmes de lutte contre la pauvreté. Et la position des pays émergents et en développement par rapport à ces grandes organisations s'inscrit dans un cadre plus large de contestation du modèle libéral qui porte et structure ces institutions. Ce modèle est contesté, mais il est aussi en crise. Les pays émergents ont affiché leur volonté de mettre en place une alternative à l'ordre néolibéral. C'est par exemple le cas du consensus de Beijing qui s'oppose au consensus de Washington. Donc pour conclure, on peut dire qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il a été décidé d'édifier un nouvel ordre international. Il devait donc être porté par ces institutions-là. Le FMI avait une mission, au FMI était assignée une mission à court terme, donc conjoncturelle, et la Banque mondiale une mission à long terme, donc structurelle. Elles étaient inspirées par la pensée économique keynésienne qui misait sur l'État pour corriger les dysfonctionnements du marché. Mais avec la crise des années 70 et l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, il y a eu l'émergence d'économistes néoclassiques. Et ce sont ces économistes aujourd'hui qui triomphent pour démanteler méthodiquement et de manière systématique toutes les formes de régulation. Les organisations internationales donc économiques opèrent un revirement stratégique pour devenir de nouveaux missionnaires dans cette pensée néolibérale et à laquelle tous les pays doivent se soumettre. Cependant, les émeutes de la faim dans les pays du Sud et les manifestations violentes qui émaillent les réunions de ces grandes organisations doivent amener à mieux réfléchir sur le rôle de ces institutions dont la haute direction ne reflète ni les forces économiques actuelles du monde, ni les dynamiques de mutation et de transformation dans les sociétés. Une réforme en profondeur de la gouvernance de ces institutions s'impose pour la stabilité à la fois politique et économique de l'ordre mondial. Je vous remercie. L'Afrique face aux institutions de Bretton Woods,
trajectoire postcoloniale, ajustement structurel, respiration et annulation dans les années 2000 et recomposition souverainiste. Je vais présenter la première partie et laisser après à mon collègue professeur Alassane Ndao le soin de présenter la deuxième partie. En fait, ce qui a motivé notre réflexion, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là, à cette situation où, plutôt que de chercher les causes profondes de cette crise, on s'arrête dans un débat actuel autour de la dette cachée qui porte un peu dans un recul d'un régime plutôt que d'aller un peu plus loin dans une profondeur historique et de remonter jusqu'aux indépendances pour peut-être trouver les causes et peut-être les solutions à cette histoire. Comment les choix pris durant les 10-20 premières années de l'indépendance ont scellé le destin de la plupart des pays africains et déterminé les relations avec les institutions financières internationales. Et notamment cette explosion de la dette, avec un pic qui est constitué par les programmes d'ajustement structurel autour des années 70-80. Comment les États souverains des années 60-70 ont pris peut-être des mauvais choix qui, jusqu'à présent, affectent nos politiques budgétaires de financement des infrastructures, de dépenses de fonctionnement, de recours à la dette extérieure, mais aussi de faible promotion d'une économie de transformation. Comment se sont comportés, d'une part, les institutions financières internationales et d'autre part, les États africains face à l'évolution des conjonctures et des contextes qui ont marqué l'Afrique et le monde depuis les années 60. Parce qu'en fait, il s'agit plutôt d'analyser, n'est-ce pas, toutes ces crises. Ça va être la fin des 30 glorieuses, la première et la deuxième crise pétrolière, la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, la vague de démocratisation, le repli identitaire, le terrorisme international, les vagues de souveraineté, le populisme, etc., qui ont véritablement affecté ces relations. Comment les choix politiques d'après-indépendance, comme j'ai dit, qui n'étaient pas forcément des mauvais choix ou pris de mauvaise volonté, l'unité nationale, etc., ont très vite montré les limites avec les deux crises pétrolières de 73 et de 79, aggravées par la sécheresse au Sahel. La détérioration des termes de l'échange ont véritablement plongé l'Afrique dans la crise. Comment les dettes actuelles, la dette cachée, la dette illégitime, la dette odieuse, ne sont que des répétitions des débats qu'il y a eu autour des années 90, 2000. Moi, je me rappelle, je venais dans cette salle écouter des économistes à l'époque sur ces questions-là. Parce que, en fait, tout le débat était de dire il faut travailler sur l'annulation de la dette, parce qu'on va y revenir, on parle un peu de flight capital, cette fuite des capitaux où l'argent emprunté est souvent retourné dans les banques occidentales. Pourquoi devrions-nous rembourser une dette qui n'a jamais servi aux populations? Tout cela pour montrer que l'histoire ne se répète pas forcément, mais il bégaye. Il bégaye parce que ce ne sont pas forcément les mêmes événements historiques, mais il y a quand même des similarités entre des schémas, des ressemblances, des éléments de contexte qui sont des leviers sur lesquels on peut agir pour repenser les relations entre les institutions financières internationales et l'Afrique et peut-être trouver des alternatives aux institutions financières et à la partie dite odieuse. Donc, je vais rapidement revenir sur cette première partie. Moi, je remonte assez loin au début des indépendances. Le directeur est revenu un peu sur la naissance des institutions. J'y reviendrai pas. Mais tout cela pour dire qu'au moment des indépendances, avant même l'existence de nos États et leur adhésion à ces institutions financières, les cadres qui régissaient leurs relations avec ces institutions étaient déjà fixées. Cela veut dire qu'il y avait quand même un problème à ce niveau-là. Les premiers contacts entre la Banque mondiale et les pays africains commencent dès le lendemain des indépendances. Et ces deux institutions débarquent en Afrique
dans des pays marqués par des régimes autoritaires, des partis uniques au pouvoir et des entreprises publiques souvent assaillies par des mots comme le clientélisme, la corruption, le népotisme. Et donc, la décolonisation était plutôt une décolonisation politique et n'a jamais été une décolonisation économique. Les colons ont formé les leaders politiques, mais n'ont pas forcément formé, à l'époque, n'ont pas daigné le faire pour les aspects économiques. Au contraire, ils ont voulu conserver le modèle économique à travers les maisons de commerce, encore présentes après les indépendances. Là, je cite les travaux de Samir Amin sur ces questions. On assiste alors à une colonialité du savoir économique. Les nouvelles autorités ne pensent pas fortement, du coup, transformer l'économie et la contextualiser, mais sont plus dans la continuité. Les administrations coloniales étaient souvent indifférentes à l'avenir économique de leur colonie. Les problèmes de l'Afrique indépendante, du coup, sont des vestiges de cette colonisation où les administrateurs ont bénéficié d'une remarquable discrétion dans l'élaboration des politiques et se sont engagés dans la corruption et des comportements prédateurs. En outre, les institutions inefficaces implantées par les administrations coloniales ont été reproduites par les États africains au moment des indépendances, dont le copinage dans la passation des marchés, le clientélisme, les investissements concentrés dans la production des cultures commerciales et l'exploitation des mines et des ressources naturelles ont affecté, n'est-ce pas, les économies post-indépendantes. Et les autorités de la banque comprenaient déjà que les trajectoires des pays africains indépendants seraient différents, parce qu'il y a eu quand même une certaine... entre les pays qui ont eu l'indépendance de manière passive et les autres qui l'ont eu de manière, on va dire, armée, ils comprenaient tout au début que les trajectoires ne seraient pas les mêmes. Les 10 premières années de l'indépendance, les années 60-70, sont considérées ainsi comme les 30 glorieuses de l'Afrique, marquées par des taux de croissance élevés, des financements extérieurs, un investissement public important, principalement dans la construction et les infrastructures, des États naissants et non pas dans la transformation de l'économie. Peut-être que si on avait Mamadou Dia à la place de Senghor, on n'aurait pas les mêmes trajectoires. Les États africains construisent ainsi des routes, des ports, des barrages, de nouvelles capitales pour répondre aux impératifs politiques des États coloniaux. Assurer leur contrôle souverain sur les territoires hérités de la colonisation et montrer ainsi les signes d'un État moderne. En effet, les infrastructures étaient aussi un instrument de pouvoir, comme le dit, de pouvoir de ces États néopatrimoniaux, comme le dit Bayard. Le nationalisme économique tel qu'il était présenté jusqu'aux années 75 par les régimes néopatrimoniaux consistait ainsi à la création d'entreprises publiques centralisées, souvent gouvernées par décret. J'ai essayé de retrouver le premier projet financé par la Banque mondiale en Afrique et au Sénégal, et j'ai pu retrouver que le premier financement qu'aurait reçu le Sénégal à l'époque, c'est un financement de 9 millions de dollars comme premier prêt de la Banque mondiale pour moderniser les chemins de fer hérités de la colonisation. Vous voyez qu'on est toujours dans la continuité. Néanmoins, il s'inscrivait ainsi dans le transport des matières premières, encore du néocolonialisme, dans le transport des matières premières de l'intérieur du pays vers les ports, n'est-ce pas? Si le Sénégal avait fait un prêt de 9 millions, la Mauritanie en avait fait pour 6 millions, le Zaïre à l'époque en avait fait pour 40 millions. Ces premiers prêts demeuraient néanmoins faibles comparés à ce que nous voyons aujourd'hui. Il faut noter ainsi qu'au moment de l'indépendance, l'économie de la majorité des pays africains était fortement spécialisée et très peu diversifiée, ce qui va impacter sur ce qu'on va vivre aujourd'hui, marqué par la production de produits primaires, l'arachide, le café, le cacao, le coton, destinés à l'exportation, toujours vers les anciennes puissances coloniales. Cette production et exportation étaient encore contrôlées par les maisons de commerce, encore vestiges de la colonisation
très peu de transformation des produits locaux au niveau de l'Afrique, et ça a joué aussi sur, n'est-ce pas, la difficulté de produire de l'impôt contre ces nations. Les infrastructures qui étaient construites à l'époque pendant la colonisation et après celle-ci visaient à faciliter du coup l'exportation de nos produits vers ces pays-là. Ces produits étaient très peu transformés sur place, et les IFI s'étaient positionnés comme des bailleurs d'infrastructures au service presque des anciennes puissances coloniales. Donc, durant les premières années, les institutions financières internationales étaient quand même parties de bonnes intentions. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Étaient quand même parties de bonnes intentions pour quand même soutenir les États développementalistes. Hein. Pour cela, ils cherchaient quand même des projets finançables et des projets bancables. Et les projets qui se posaient le plus, c'était les projets d'infrastructure qui étaient les plus adaptés et les moins politisés à l'époque. Donc le financement des infrastructures arrangeait aussi bien les nouveaux régimes que les institutions internationales, car c'était des projets souvent court-termistes, c'était des projets bancables et faisaient souvent consensus politique. Donc les économies africaines qui à l'époque étaient extraverties dépendaient principalement de ces exportations de matières premières, et cette dépendance vis-à-vis des marchés mondiaux rendait les économies vulnérables aux fluctuations des cours mondiaux. Et ces administrations jeunes, ces administrations économiques et politiques jeunes, n'étaient pas capables à l'époque d'impulser une dynamique de développement, qui serait basée sur des industries capables de transformer les produits, mais aussi qui seraient capables même de payer des impôts, parce qu'on avait besoin d'argent. L'État à l'époque en Afrique cherchait plutôt à consolider son unité autour de la construction des infrastructures. Donc les infrastructures entraînaient ainsi des coûts élevés de construction et d'entretien. La faible industrialisation et la non-diversification de l'économie limitaient les recettes fiscales, et l'État dépendait exclusivement pour le financement de ces politiques publiques des exportations des matières premières et des prêts de la Banque mondiale. Vous voyez que c'est là où est né le problème, n'est-ce pas? Les dépenses étaient consacrées, plutôt on recevait de l'argent, on n'arrivait pas à en produire, on recevait de l'argent, et l'argent qui était reçu était principalement consacré au fonctionnement de l'État, avec l'explosion rapide du paiement des salaires des fonctionnaires, le budget pour les forces de défense et de sécurité, des dépenses diplomatiques, des constructions et modernisations des États indépendants, etc., etc. Vous voyez quand même d'où est né le problème. C'est ce problème que nous continuons à vivre. Si la Banque mondiale se consacrait aux prêts, le FMI, le directeur en a parlé tout à l'heure, qui à la base n'est pas une organisation de développement, bien sûr, se consacrait à des recommandations sur les déficits publics, des conseils pour les banques, l'assistance technique, etc. Dans les deux cas, ces deux institutions sont quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, parties de bonnes intentions. Et durant cette période, les États africains recevaient quand même des dons multiples, et la dette était souvent limitée, car souvent une dette bilatérale. Cependant, pour reconstruire les pays, les Africains n'avaient pas d'autre choix que de recourir à la dette, qui était moins un excès moral, mais qui était lié au contexte de l'époque. Vous voyez que tout est problème de contexte. Maintenant arrivent les années 70, rapidement. Les années 70 sont marquées quand même par deux crises internationales, qui sont les crises pétrolières de 73 et de 79, qui dégradent fortement la situation économique des pays africains et qui déteignent sur les relations entre les pays africains et les institutions financières internationales. Donc, ces deux crises pétrolières sont marquées par la chute des matières premières dans le marché mondial. Donc, on n'avait pas de ressources, on vendait des arachides, et à un moment donné, on subit la crise et même nos matières premières ne peuvent plus se vendre au niveau international.
Et à cela s'ajoute la sécheresse au Sahel dans les années 70 qui affecte en plus la production de ces matières premières. Donc c'était comme si vraiment c'était l'enfer en fait à l'époque chez nous. Les pays africains se retrouvent alors dans une crise économique profonde et financière liée d'une part à la baisse des prix des matières premières, à l'augmentation des emprunts, à la sécheresse au Sahel et à tous ces... Et donc, cette crise qui, à la base, était une crise conjoncturelle, devient une crise structurelle. Et les États africains ne peuvent plus, à l'époque, s'ajuster à travers leur économie. Ils devaient maintenant s'ajuster par l'augmentation de la dette. Et donc, pendant les années 70-80, les dettes explosent. En fait, ça a même plus explosé à cette époque que maintenant. Entre 68 et 73, la Banque mondiale multiplie les prêts par 10, parce que c'était aussi à l'époque où les pays producteurs de pétrole, OPEP, avaient quand même, à travers la crise pétrolière, emmagasiné beaucoup d'argent, financé, en tout cas qu'ils avaient déposé dans les banques. Les Africains empruntaient à ces banques-là, et comme on était dans des états néopatrimoniaux, venaient déposer l'argent dans les banques et c'est ces mêmes banques qui reprêtaient à l'Afrique. Vous voyez que quand même, on marchait un peu sur la tête en pensant marcher sur les pieds. Donc, les prêts aux pays africains permettaient ainsi quand même à ces pays du Nord ou ces pays pétroliers de recycler leurs pétrodollars et la dette ne posait pas problème car considéré comme un moyen de financer la croissance future de l'Afrique. Je passe peut-être rapidement sur les années 70 qui sont marquées par des prêts. On passe alors de prêts-projets à des prêts d'ajustement. On va venir à l'ajustement structurel. Et ces années 70 sont ainsi marquées par une paupérisation dans les pays africains et la montée des contestations sociales liées à la délégitimation des États. En réalité, les États africains n'étaient pas passifs. Ils étaient contraints par un contexte international, par un univers des possibles restreints, exploités par les institutions internationales et par, n'est-ce pas, les banques et les pays producteurs de pétrole. On passe alors d'une dépendance financière globale à une dépendance structurelle contraignante. Quant à la souveraineté, elle est du coup reléguée au second plan pour des raisons en raison des contraintes externes sur lesquelles les autorités nationales n'avaient aucune prise. On assiste ainsi à une externalisation de la souveraineté économique, créant ainsi une dépendance totale des Africains, d'abord aux marchés mondiaux, puis aux institutions internationales. Je viens maintenant à la deuxième partie qui va concerner les années 80 marquées par les politiques d'ajustement structurel. Et ces politiques d'ajustement structurel sont considérées un peu comme une dépolitisation de l'économie et une imposition de ce qu'on a appelé l'état minimal. Donc, face à l'ampleur et la gravité de la crise, les experts de la Banque mondiale ont proposé aux États africains ces politiques d'ajustement structurel qui ont été critiquées comme étant les formes les plus dramatiques et les plus systématiques et les plus intrusives d'intervention externe en Afrique. Elles constituent quand même une rupture. Elle ne constitue pas une rupture soudaine, parce que je vous ai dit que la crise était déjà là, ni un complot externe, mais comme l'aboutissement d'interactions cumulatives entre contraintes structurelles héritées, choix politiques nationaux, doctrines et pratiques des institutions internationales. Ainsi, face à l'explosion de la dette, elle devient un instrument de contrainte politique. Il faut noter que ces institutions n'étaient pas les créanciers primaires. Je vous ai dit tout à l'heure, il s'agissait plutôt de grandes banques commerciales comme la Citibank, la Barclays Bank, la BNP, la Deutsche Bank, etc., qui recevaient l'argent, n'est-ce pas, de ces opérateurs pétroliers. Donc, les politiques d'ajustement structurel constituent ainsi cette phase de dépolitisation de l'économie et l'État n'est plus la solution, mais le problème qu'il fallait résoudre. C'est là où est né tous ces enjeux autour de la bonne gouvernance, etc., etc. Les institutions financières imposent ainsi aux États la gouvernance des politiques publiques
des propositions de libéralisation, de privatisation, de réforme fiscale et même de réforme monétaire. À partir de la fin des années 70, début des années 80, les institutions financières sont passées, comme j'ai dit tout à l'heure, d'architectes d'infrastructure à des architectes d'ajustement structurel. Et l'ajustement passe ainsi par l'austérité, baisse des salaires des fonctionnaires, obligation de réduction des salaires à 35% du budget des États, contre 64%. En fait, ils imposaient aux États de mettre au moins seulement 35% du budget au salaire, alors que nous, au Sénégal, à l'époque, nous étions à 64%. Ces plans visaient principalement à restaurer l'équilibre budgétaire en réduisant les dépenses publiques et à privatiser les entreprises publiques. En réalité, la politisation des politiques d'ajustement structurel a plutôt conduit à une réduction des dépenses sociales, à une dégradation des services publics. Cependant, le train de vie de l'État n'a pas été réduit. En fait, ces politiques d'ajustement structurel ont plutôt creusé le fossé entre les élites et le reste de la population. En réalité, la dette n'a pas explosé, non pas en raison des dépenses sociales, comme on l'a souvent dit, mais en raison souvent de la fuite des capitaux et de l'extraversion de l'économie mondiale. Au contraire, je vais aller vite, je finis là-dessus, les États ont été obligés de payer aux populations, enfin, on demandait aux populations de payer cette dette, qui était un peu liée à la fuite des capitaux, de payer les dettes sans punir ni les créanciers, ni les hommes politiques qui étaient responsables de ces fuites des capitaux. Ces politiques d'ajustement structurel ont ainsi aggravé la dépendance des États africains envers la dette, ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut noter qu'il existe un lien direct ainsi entre la situation politique et les conditions qui ont abouti à ces politiques d'ajustement structurel. Les États étaient marqués par des systèmes politiques défaillants, incapables de s'inscrire dans une logique développementaliste, et les politiques d'ajustement structurel proposent ainsi des privatisations sans industrialisation. Les États s'affaiblissent et augmentent ainsi leurs dépenses vis-à-vis de ces institutions. En réalité, les choix pris durant les 20 premières années de l'indépendance ont scellé le destin de la plupart des pays en Afrique et déterminé ainsi toutes les relations avec les institutions financières. Les politiques d'ajustement ont promu ainsi la dépolitisation de l'économie, car l'État était considéré comme lourd, gros, inefficace, prédateur. La vision des politiques d'ajustement structurel était ainsi un État minimal. Ils ont proposé un modèle de bonne gouvernance pour plus protéger leurs intérêts que protéger, n'est-ce pas, les intérêts des populations. Selon ces institutions, il fallait réduire l'État, le contourner, le remplacer par les ONG, par la société civile. Cependant, et là vous avez les travaux de Darbon, l'État africain n'est ni un État absent, ni un État minimal, mais c'est un État qui est historiquement produit, politiquement négocié et structurellement contraint. La proposition de l'État minimal de l'époque n'a pas du tout corrigé les faiblesses, elle a contribué à renforcer les faiblesses. Et à cause de ces politiques d'ajustement, je finis sur ça, les États ont mis en place des politiques d'austérité pour être en phase avec ces politiques d'ajustement structurel. Je lisais hier encore, je lisais les mémoires d'Abdou Diouf, qui dit dans ses mémoires, mes premières actions ont porté sur la réduction du parc automobile de l'État et du nombre de représentations diplomatiques, sans compter la mise en place d'un dispositif législatif pour lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite. Et donc, Abdou Diouf a montré quand même, comme Mitterrand était son ami, il a réussi quand même, parce que c'était toute la question de se dire, est-ce qu'il faut se fâcher avec la coopération bilatérale. En 1985, je le disais hier, il a quand même réussi à se faire payer le salaire des fonctionnaires grâce au financement
de la France. Je finis sur... Alors, contrairement aux affirmations, en fait, l'État africain n'est pas forcément lourd. Les politiques d'ajustement se sont trompées. La réduction de l'État tel qu'il est proposé risquait de remettre en cause toutes les réalités de l'État rhizome, comme garant du contrat social dans plusieurs pays africains. En réalité, l'État minimal était une construction idéologique au service des institutions financières internationales et non pas une réalité empirique. Les institutions financières agissaient en Afrique, mais leur politique pouvait être stoppée quand même. C'est là où c'est peut-être intéressant, pouvait être stoppée par les puissances américaines, parce que je pense que c'est aussi des fonctionnaires. Et dans ses mémoires, Abdou Diouf, revenant sur les événements post-électoraux de 88, a montré que quand même, à cause des promesses, il le dit, à cause des promesses démagogiques de Wade durant la campagne électorale de vendre le kilo de riz à 60 francs, malgré l'opposition du FMI, l'ambassadeur des États-Unis de l'époque, Lennon Walker, a permis au Sénégal de baisser les prix des denrées de première nécessité, malgré l'opposition du FMI. Ça veut dire que quand même, si on développe une bonne coopération bilatérale avec la France, avec les États-Unis, peut-être qu'ils peuvent influer, n'est-ce pas, sur ces institutions financières internationales, qui en réalité ne sont que des vestiges du colonialisme et qui continuent de perdurer longtemps après les indépendances. L'ajustement conjoncturel et structurel ne suffisent plus. À partir des années 1994, il faut faire passer à ce qu'on appelle l'ajustement monétaire. Les institutions financières ont ainsi encouragé les États africains à baisser, n'est-ce pas, vous vous rappelez, en 1994, pour ceux qui sont encore jeunes, le coup de téléphone entre Abdou Diouf et Michel Kamdessu, je crois qu'il le dit aussi dans ses... quand on lui dit que malgré, parce que vous vous rappelez aussi du plan Saheloum, réduction des salaires de 15%, augmentation des recettes fiscales, réduction des dépenses sociales, transfert des charges de santé aux populations, tout cela pour plaire aux institutions internationales. Et malgré tout ça, Michel Kamdessu passe un coup de fil au président en lui disant, malgré tout ce que vous faites, je vais quand même insister pour, n'est-ce pas, réduire, d'évaluer le franc CFA, ce qui a fortement marqué, n'est-ce pas, les populations. Pour conclure, je dirais que cette profondeur historique quand même nous permet peut-être de comprendre que les débats actuels ne sont pas des débats nouveaux et que c'est un peu dans le poids de l'histoire. Et que peut-être à travers cette histoire, nous pourrions peut-être trouver des systèmes et des moyens pour répondre à la situation de la crise actuelle que nous vivons. Voilà, je sais que j'étais assez long, mais je vais laisser mon camarade Ndao sur la deuxième partie. Merci beaucoup. La longue durée, l'histoire de la longue durée. Donc il a balayé un peu les 30 ou 40 premières années des relations entre les institutions de Bretton Woods naissantes et les États d'Afrique subsaharienne, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je vais être plus dans une approche de courte durée, l'histoire contemporaine, en mettant l'accent notamment sur la montée en puissance du mouvement souverainiste et quel impact cela peut avoir sur les relations entre les États d'Afrique subsaharienne et les institutions de Bretton Woods. Le constat, il est là. C'est vrai que les revendications souverainistes ne datent pas d'aujourd'hui, mais elles ont une ampleur quand même inédite et une saveur particulière pour la bonne et simple raison que c'est un mouvement qui est devenu tentaculaire. On y retrouve des universitaires, des élites intellectuelles, de toutes les spécialisations, mais surtout ce mouvement réussit de plus en plus à accéder au pouvoir, à gérer les affaires publiques et à produire des politiques publiques qui s'inspirent de cette idéologie souverainiste. L'idée c'est de voir qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence. Est-ce que cela va entraîner la perte d'influence des institutions de Bretton Woods ou au contraire, est-ce que ces institutions vont continuer à faire de la résistance et à être des acteurs centraux de la gouvernance politique et économique de nos États. Donc c'est autour de ces problématiques-là qu'on va réfléchir dans la deuxième partie. Donc d'abord sur les revendications souverainistes et les critiques, on va dire les critiques souverainistes contre les institutions de Bretton Woods. Bon, elles sont nombreuses, mais elles reposent le plus souvent sur deux postulats.
très importants. D'abord, un postulat politique et l'autre chose, c'est un constat économique empirique. Donc, le postulat politique, c'est que pour la critique souverainiste en Afrique, les institutions politiques devraient déterminer les institutions économiques. La relation doit s'établir comme ça, mais pas contre le contraire. C'est-à-dire les institutions économiques ne doivent pas déterminer les institutions politiques. Or, l'histoire des rapports entre les institutions de Bretton Woods et les États d'Afrique subsaharienne montre bien que l'État a été à un moment donné, et mon collègue est revenu là-dessus, extrêmement marginalisé, à tel point qu'on a parlé d'État minimal dans un contexte d'ajustement structurel, mais aussi dans un contexte de programme de réduction de la pauvreté à partir des années 90, mais c'est surtout avec l'ajustement, où on considérait effectivement que l'État était un obstacle aux réformes et que l'État devrait quand même observer un retrait stratégique pour permettre aux mécanismes du marché de fonctionner et d'atteindre ce qu'on appelle la croissance économique. Donc, ça a inversé un peu les tendances et donc on était plus dans un déterminisme marxiste, hein, où c'est l'infrastructure qui détermine la superstructure. Ici, c'était exactement ça. Et donc, la critique souverainiste revient fondamentalement sur cet aspect. Comment faire pour que les institutions politiques, qui sont des institutions légitimes, sur le plan de la légitimité électorale, puissent déterminer l'orientation des politiques économiques et des institutions économiques, et pas le contraire. L'autre postulat, c'est un constat empirique. L'Afrique a été un laboratoire, hein, quelque part, des différentes idéologies économiques développées dans le sillage du FMI et de la Banque mondiale, avec des expériences concrètes, par exemple les PASS, qui ont quand même eu des effets extrêmement mitigés. D'abord, par rapport à l'objectif de la croissance, déjà il y a quelques statistiques qui sont quand même assez édifiantes. Ne serait-ce qu'entre 1980 et 1998, on a eu 958 prêts qui ont été octroyés notamment par le FMI et la Banque mondiale, avec comme objectif fondamental d'atteindre la croissance, mais on s'est rendu compte que la croissance était à un taux presque zéro. Alors, ça dit, c'est un paradoxe. Plus on injecte de l'argent et plus la croissance ralentit. À un moment donné, cela pose un problème d'efficacité et d'efficience de l'action du FMI et de la Banque mondiale. Donc, ces deux postulats constituent le socle de l'identité de la revendication souverainiste. À partir de ce moment-là, maintenant, l'idée c'est de voir comment cette revendication ou ces revendications se déclinent ou se diversifient quand ça va toucher des objets ou des aspects en particulier. Le premier aspect, c'est la dette publique. Vraiment, ces critiques vont se concentrer sur la dette publique. Et il y a trois positions qui se dégagent de manière générale, que ce soit les universitaires, les politiques, etc. La première position, c'est une position de rejet, par principe, de la dette publique. Pour la bonne et simple raison que la dette publique ou la structuration de la dette publique africaine ne milite pas en faveur d'une souveraineté monétaire. Pour la bonne et simple raison. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que cette dette elle est libellée en devises étrangères et non pas en devises nationales. Et ces devises-là, les États africains ne les maîtrisent pas. Ça fluctue. Et donc, il y a une forme de vulnérabilité naturelle qui va exister par rapport à cette dette. Et c'est ça qui va accentuer d'ailleurs la crise de la dette. Parce que c'est une dette qu'on ne contrôle pas, évidemment, parce que, comme vous le savez, nos États africains n'ont pas pour la plupart du temps des véritables politiques monétaires ambitieuses. Voilà, si on prend l'Afrique de l'Ouest, on est dans la zone française, c'est vrai, mais on sait tous que, avec les critiques qui ont été adressées à cette monnaie, on sait qu'il n'y a pas véritablement de politique monétaire. Donc, deuxième position, c'est ce qui appelle à l'annulation de la dette ou au moratoire sur la dette. Ça, c'est notamment le cas de Ndongo Sambasila, que vous connaissez, économiste, brillant, etc., qui défend un peu cette thèse, en mettant en exergue ce que mon collègue appelait les dettes illégitimes ou les dettes odieuses. Parce qu'on s'est rendu compte que ces dettes-là ont été contractées par nos gouvernements au nom du peuple, mais l'argent n'a pas été vraiment servi avec toute la transparence qui devrait y avoir, et que l'impact ou les impacts de cette dette-là se font
attendre donc un peu. Donc voilà un peu la position de ce deuxième groupe. Troisième groupe, et c'est assez contradictoire, c'est ceux qui sont contre l'idée d'appeler à l'annulation de la dette au moratoire. Parce qu'ils considèrent que c'est un mauvais signal que l'on lance et que cela témoigne d'un déficit de confiance, notamment, et cela peut envoyer quand même un message alarmant au marché. Et donc, ce n'est pas quelque chose à envisager. Donc, vous voyez bien que même entre souverainistes, on ne s'entend pas fondamentalement. Il y a quand même une diversité de positions, mais qu'on peut synthétiser en trois groupes. Les autres critiques, en fait, sont concentrées un peu sur les réformes. Comme vous le savez, la Banque mondiale et le FMI sont caractérisés par un aspect fondamental. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les conditionnalités économiques. Donc, les prêts s'accompagnent de réformes économiques et politiques. Donc, c'est ce qu'on appelle les conditionnalités. Maintenant, on s'est rendu compte que ces conditionnalités ont créé des effets pervers dans les pays d'Afrique subsaharienne. C'est ce qu'on appelle la politique de la non-réforme. Parce que comment ça s'établit? Les prêts sont octroyés avec un objectif, réduire la pauvreté par exemple et améliorer la croissance. Donc plus vous réduisez la pauvreté en mettant en œuvre les réformes, conséquence, moins vous avez de prêts. Parce que l'objectif c'est de réduire la pauvreté. Si votre taux de pauvreté diminue, donc vous recevez moins d'argent. Mais on sait que nos gouvernants ont toujours utilisé ces prêts-là pour d'autres raisons. Pas fondamentalement pour les raisons initiales, mais pour entretenir une certaine clientèle politique dans le contexte d'un État néo-patrimonial, etc. Et que donc, ils ont joué le jeu, mais sans véritablement accepter ou s'approprier ces réformes. Donc, ils ont été plus dans ce qu'on appelle la politique de la crise permanente. Ça permet quand même d'avoir une mainmise un peu sur les fonds, notamment ou les prêts qui sont octroyés. L'autre chose, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le dilemme du Samaritain, hein, c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, plus vous recevez, plus vous réduisez votre taux de pauvreté et moins vous recevez d'argent. Donc vous avez intérêt, contrairement à ce qui est attendu, à ne rien faire pour un peu réduire le taux de la pauvreté, pour entretenir un peu ces flux financiers-là. Donc, de manière générale, voilà comment ces critiques-là sont déclinées. Maintenant, au plan institutionnel, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'on a des régimes politiques de plus en plus souverainistes qui mettent en œuvre des stratégies de politique publique qui s'inspirent de la logique souveraine et qui vont fondamentalement impacter les relations entre les États d'Afrique subsaharienne et, si vous voulez, les institutions de Bretton Woods. Et ça, on l'a constaté au niveau des politiques publiques, par exemple. C'est ce qu'on appelle les stratégies d'endogénisation des politiques publiques. De plus en plus, nos gouvernements cherchent à réduire la place des institutions de Bretton Woods dans la gouvernance économique et sociale, en optant notamment pour un certain nombre de mesures. Au Sénégal, le débat à l'heure actuelle, c'est le débat sur l'optimisation fiscale. C'est-à-dire comment faire pour réduire la dépendance de l'État, du gouvernement sénégalais vis-à-vis du FMI et de la Banque mondiale, en faisant ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, c'est-à-dire améliorer la mobilisation des recettes fiscales, en mobilisant de nouvelles recettes dans des secteurs qui n'étaient pas fondamentalement taxés. Ça, c'est un des aspects qui ressort un peu de cela. L'autre aspect fondamentalement lié à la stratégie d'endogénisation des politiques publiques, c'est le débat sur la protection sociale et les subventions à l'énergie. Au Sénégal, à l'heure actuelle aussi, c'est quelque chose qui est fondamental et c'est ça qui fait un peu durcir les relations avec le FMI et la Banque mondiale. De plus en plus, nos gouvernements affichent cette volonté sans complexe de maintenir ce qu'on appelle un socle de protection sociale pour un peu maintenir ou cadrer la vulnérabilité notamment ou sociale notamment de ces gouvernements-là. Et on sait que le FMI est foncièrement contre ces pratiques. Le FMI met la pression pour que nos États reviennent sur cette logique de subvention à l'énergie parce qu'on considère que ça alourdit les dépenses publiques et que des personnes qui ne devraient pas bénéficier des subventions finissent par bénéficier de ces subventions parce qu'il y a un déficit de contrôle de l'action
de l'action publique. Il y a le débat sur la souveraineté alimentaire. Voilà. D'autres vont parler aussi de sécurité alimentaire. Toutes ces stratégies-là militent en faveur de la réduction de l'importance ou de la place des institutions de Bretton Woods et mobiliser davantage les dynamiques internes. Enfin, on parle pour le financement notamment des politiques publiques, Patriot Bond, Diaspora Bond. Tous ces débats-là autour de ces stratégies de financement permettent quand même à ces gouvernements-là de réduire leur dépendance vis-à-vis du FMI et de la... Donc, on voit bien que la logique souverainiste n'est pas que discursive, elle est aussi politique et institutionnelle. À partir de ce moment, quel impact cela peut avoir sur les institutions de Bretton Woods? Est-ce que les institutions de Bretton Woods vont continuer à être des acteurs incontournables de la gouvernance économique et sociale des États d'Afrique subsaharienne? Je considère que, bon, je ne vais pas répondre par l'affirmative, mais je considère qu'ils vont rester des acteurs influents. Pour la bonne et simple raison, et mon collègue est revenu là-dessus, que tant que ces États vont demeurer dans un cycle, si vous voulez, de dette, où il y a une crise de la dette, le FMI et la Banque mondiale continueront à être des acteurs incontournables. Et ça, c'est une donnée à prendre en compte. Et à l'heure actuelle, on vit effectivement une crise de la dette. Maintenant, cette crise n'est pas quantitative, elle est qualitative. Parce que si on analyse le ratio dette publique africaine, dette mondiale, la dette publique africaine, c'est 2% de la dette mondiale. Ce n'est pas beaucoup en termes de quantité. Mais cette crise, elle est qualitative. Elle est liée à ce que j'ai rappelé tout à l'heure. C'est la vulnérabilité par rapport à la fluctuation un peu des devises étrangères. C'est une dette contractée principalement auprès soit de créanciers bilatéraux, multilatéraux ou des banques commerciales. Fondamentalement, voilà comment c'est structurée la dette publique africaine. Il y a la dette bilatérale, la dette multilatérale et la dette commerciale. Et on se rend compte, en analysant un peu cette structuration, que la Banque mondiale, par exemple, détient 17% de la créance, notamment vis-à-vis des pays d'Afrique. Donc c'est énorme. Maintenant, le seul signe positif, c'est qu'on se rend compte que la dette bilatérale prend le dessus sur la dette multilatérale. À l'heure actuelle, pour la dette bilatérale, la Chine est le premier créancier de l'Afrique subsaharienne. Ce n'est plus le FMI et la Banque mondiale. Il y a aussi la montée en puissance des pays du Golfe, notamment, et d'autres pays qui permettent aux États africains de diversifier un peu leurs sources de financement et d'éviter un peu une dépendance vis-à-vis de la Banque mondiale et du FMI. Donc voilà quelques éléments de réflexion vraiment condensés que je voulais partager et qui nous permettent d'avoir une perspective d'analyse des rapports contemporains entre FMI et institutions de Bretton Woods et États d'Afrique subsaharienne dans un contexte de montée en puissance de la souveraineté ou du souverainisme pour être beaucoup plus précis. Merci beaucoup.